Bonsoir à tous, ce sont les enjeux et les défis molenbeekois qui sont au centre de notre débat ce soir. Et ils sont nombreux, vous allez très vite vous en rendre compte. À ce propos, nous avons 1h15 pour entendre les propositions des candidats qui sont sur ce plateau. Mais tout d'abord, arrêtons-nous un instant sur la carte d'identité de la commune. Molenbeek est prête à franchir la barre des 100 000 habitants. C'est la socialiste Catherine Moureau qui les administre. Dans sa majorité, on retrouve le PS, Vorreut, le mouvement réformateur et l'Open VLD. Dans l'opposition, le PTB, Écolo, la NVA, Molenbeek autrement, les engagés et des indépendants. Il y a 6 invités sur notre plateau, 6 places qui sont donc toutes occupées ce soir par des candidats que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Catherine Moureau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste PS Vorreut. À vos côtés, Gloria Garcia Fernandez, bonsoir. Vous êtes tête de liste MR VLD. Et puis on accueille aussi Hassan Ouassari, bonsoir. Vous êtes tête de liste Les Engagés. En face de vous, il y a Dirk de Bloc, bonsoir. Vous êtes tête de liste PTB. Ahmed El Kanouz, bonsoir. Vous êtes tête de liste Molenbeek autrement. Et enfin, Emre Soumlou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Écolo Groen. Alors, il y a aussi une liste Team Fouad Haïdar et NVA Molenbeek qui présentent des listes qui ne sont pas complètes. Alors, c'est une tradition, une première prise de parole tirée au sort et 30 secondes aux différents candidats pour y répondre. C'est vous, Ahmed El Kanouz, qui avez tiré le numéro 1. Ma question est simple, très ouverte. Pourquoi faut-il voter pour votre liste ? Tout simplement parce que, d'abord, elle est composée de personnes de très grande qualité, des gens qui ont une expérience et qui peuvent véritablement œuvrer pour le changement Molenbeek, changement qui est plus que nécessaire avec cette législature qui se termine, avec une gestion catastrophique avec les conséquences qu'on connaît pour les Molenbeekois. Et on en parlera plus en avant tout à l'heure durant le débat. Très bien, vous avez répondu en 20 secondes à vous, Catherine Moureau. Pourquoi faut-il voter pour votre liste ? Je pense que ça reste d'actualité dans la commune la plus pauvre de Belgique, de pouvoir avoir un parti socialiste fort qui défend les habitants, qui défend leur pouvoir d'achat, qui défend les enfants, mais qui défend aussi les aînés, et qui arrive à générer un vivre ensemble toujours plus riche. Et puis nous avons œuvré cette législature aussi à redorer l'image de la commune. Et j'espère que j'aurai l'occasion de continuer le projet de Molenbeek, capitale de la culture européenne 2030. À vous, Dirk de Bloc, pourquoi faut-il voter pour votre liste ? Ça fait maintenant 30 années que PS et MR dirigent la commune, souvent ensemble. Pour la première fois, le 13 octobre, on peut avoir le PTB comme premier parti. Et en fait, une nouvelle majorité inédite peut voir le jour. Je pense que c'est important parce que plein de gens en fait veulent du changement. Ce sera une majorité qui se bat pour les Molenbeekois et donc qui sera à l'écoute. Et je pense que c'est important, une majorité qui sera à l'écoute et qui ne décide pas et puis explique, mais qui écoute et puis décide. Hassan Ouassari, à vous, pourquoi faut-il voter pour les engagés ? Parce que nous sommes un mouvement centriste, modérateur, qui rassemble. On rassemble différents partis politiques, que ce soit de gauche ou de droite. Molenbeek est une commune très diverse et parfois il faut utiliser des politiques de gauche dans certains quartiers et des politiques de droite dans d'autres. Et nous sommes, je pense, la seule alternative qui puisse rassembler et conduire une bonne majorité pour aller dans ce sens-là, dans l'intérêt des Molenbeekois. Voilà, une réponse en moins de 30 secondes aussi. Gloria Garcia Fernandez, à vous. Alors je pense qu'il faut voter pour le MR parce que la plupart des Molenbeekois que je rencontre veulent du changement. Ils veulent du renouveau, ils veulent du changement. Et nous avons une liste issue de la société civile, nous avons une liste forte avec des femmes et des hommes de qualité, des femmes et des hommes qui sont très impliqués dans leur commune. Et moi j'ai l'intime conviction qu'avec mon équipe, je peux mener Molenbeek vers le changement que Molenbeek attend. Voilà, et on termine avec vous, Emre Soumlou. Même question. Nous sommes une toute nouvelle équipe, Écolo Groen. Notre objectif, en fait, de pouvoir participer dans une majorité pour pouvoir ramener la sérénité dans le débat et aussi être à l'écoute des citoyens. Nous voulons que pour 2030, faire de Molenbeek une commune encore plus agréable à vivre, une commune propre et tout le monde se sent vraiment en sécurité. Eh bien, une réponse en 20 secondes. Merci à vous tous pour ce premier tour de table. On rentre maintenant dans le volet situation politique. Vous le dites, Monsieur De Bloc, vous êtes candidat bourgmestre pour une majorité
inédite. En 2018, il y a eu des négociations entamées, vous n'y êtes pas allé. Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que vous êtes candidat vraiment au pouvoir? Parce qu'on veut changer les choses. Je pense que le 9 juin, on était premier parti. On aura un rapport de force qui permettra qu'il y aura plus d'écoute, je pense, pour réaliser les points de programme du PTB. Et on aura besoin, en fait, parce que cette majorité, en fait, n'a plus de majorité dans les faits. Après avoir augmenté les taxes cadastres déjà la deuxième fois, une première fois sous Schepmans, ben, en fait, ils ont perdu leur propre majorité, le soutien de leurs propres conseillers. Et donc, je pense que les Molenbeekois auront besoin d'une majorité qui, finalement, ose affronter l'austérité qui va venir du fédéral avec le maire engagé, ose aussi faire contribuer plus les promoteurs immobiliers, par exemple, en faisant construire des logements sociaux et modérés, et ose aussi faire contribuer au niveau de la fiscalité les grandes surfaces, les banques, les grands bureaux, par exemple. Alors, Catherine Moreau, vous aviez justement entamé en 2018 des négociations avec le PTB. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête à y retourner? Si les électeurs vous donnent des suffrages suffisants, est-ce que c'est vers cette majorité-là que vous souhaitez aller? Mais d'abord, je voudrais dire que contrairement à d'aucuns ici, avec l'équipe MRPS, on a effectivement pris nos responsabilités. Parce que c'est bien beau de parler, de brasser du vent, de dire qu'on va faire 1001 changements. Encore faut-il être capable de gérer la commune, de trouver les finances nécessaires. Et lorsqu'effectivement nous avons dû, comme la moitié des autres communes bruxelloises, augmenter le précompte, nous l'avons fait à notre sauce. Nous l'avons fait avec une prime qui est la plus élevée de Bruxelles et qui va permettre aux propriétaires occupants d'être quasi exonérés de l'augmentation. Pas du tout à ma question. Non, mais parce qu'il y a une série de choses qui ont été dites qui ne sont pas tout à fait correctes, donc je préfère directement... Et est-ce que vous avez envie de gouverner avec le PTB? Et je veux encore dire une autre chose que M. De Blok a dit qui n'est pas correcte, c'est-à-dire qu'il a quelques points de plus, effectivement, sur la fédérale à l'élection du 9 juin, mais pas à la régionale. Et donc, il faut savoir qu'une élection communale est tout à fait distincte de ces deux scrutins, mais si elle se rapproche d'un scrutin, elle se rapproche plutôt d'une régionale. Je vais reposer ma question, je vous demanderai une réponse rapide. Je vais juste dire, moi, j'attends, je ne préempte pas l'élection. Et donc, j'attends effectivement le soir du scrutin. Évidemment, comme socialiste, et certainement comme socialiste plutôt connu pour être à gauche, j'aimerais pouvoir avoir une majorité progressiste. C'est dans ce sens-là que j'avais tendu la main la dernière fois. Si, cette fois-ci, ils peuvent prendre leurs responsabilités, je n'en sais rien. Pour l'instant, c'est un discours. Et pour finir... moi, au soir du scrutin, je vais d'abord regarder les résultats avant de me lancer dans quoi que ce soit. Alors, Gloria Garcia Fernandez, comment voyez-vous cette volonté du PTB de se présenter comme une alternative avec de nombreuses critiques à l'encontre de votre gestion? Alors, moi, j'ai envie de revenir à 2018. En 2018, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons voulu prendre nos responsabilités parce qu'il fallait gouverner Molenbeek. Le PTB ne l'a pas fait, mais nous l'avons fait. Alors, ça n'a pas bien sûr été simple, mais nous l'avons fait. Ouais. Et donc, cette fois-ci, vous dites qu'il n'y a pas de raison que le PS ne recommence pas avec nous. C'est ça votre message aujourd'hui? Je n'ai pas dit ça. Moi, je vais attendre le soir des élections parce que j'ai bien trop de respect pour les électeurs. Et puis nous verrons bien. Ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Nous verrons bien. Ouais, alors, Emre Soumou, est-ce que Ecolo Groen est prêt à rejoindre une majorité progressiste si on vient frapper à votre porte? Depuis que nous sommes dans l'opposition, depuis 2018, on a toujours travaillé dans le respect. Dans le respect autant de la majorité que de l'opposition. Et on a toujours essayé de faire en sorte que nous, en tant que les écologistes, on ramenait un débat serein au sein du conseil communal. Parfois, quand vous regardez, on a l'impression qu'on se trouve dans une télé-réalité. Il y a des personnes qui regardent pour ça. Et donc, nous, on a essayé toujours de faire ça de manière constructive. On a voté certaines motions autant avec la majorité qu'autant avec l'opposition. Et pour répondre à ma question... nous discutons avec tout le monde. Et donc, je pense que ça dépendra des résultats. Et ça dépendra aussi quel projet progressiste pour nous qui viendra sur la table. Évidemment, nous répondrons positivement. Alors, M. Ouassari, est-ce que vous discutez, vous aussi, avec tout le monde et vous êtes prêt à toutes les éventualités? Oui, je discute avec tout le monde. Mais là, pour répondre à votre question...
comme disait Madame Gloria Fernandez, il vaut mieux attendre la nuit du 13. Et pour savoir, c'est justement pour pas manquer de respect aux Molenbeekois, ce sont eux qui vont déterminer quel parti va faire le plus de sièges. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous vous sentez plus proche de quel parti? Puisque vous dites, parfois on a des programmes des points plus à gauche, parfois plus à droite. Vous vous sentez plus proche de Madame Fernandez ou de Monsieur De Blok? Pour vous dire clairement, comme je vous ai dit, on a un mouvement qui est centriste. Parfois, on doit utiliser des politiques de gauche, parfois de droite. Mais maintenant, pour vous répondre clairement à votre question, nous attendons le 13 pour voir quel parti fera le plus de sièges. Et ce parti-là, c'est comme ça que ça fonctionne généralement, aura la main, et c'est lui qui va discuter. Alors, il y a des accords préélectoraux et parfois le MR, les engagés l'annonce. Ça se fait dans d'autres communes. Oui, ça se fait exactement. Et parfois, les accords électoraux ne tiennent pas. Alors, on attend toujours la nuit du 13 pour savoir avec qui on va monter. Et vous, Ahmed El-Kanou, vous êtes prêt à monter avec qui? Moi, je n'ai pas d'exclusive, je ne mets pas de d'oukase, sauf que je mettrai des conditions, évidemment, en matière de bonne gouvernance. Je mettrai avec mes collègues de la liste des conditions pour qu'on puisse trouver des convergences au niveau des priorités. Ça a été dit par certains, nous souhaitons que la gestion de Molenbeek change, c'est-à-dire que nous voulons plus de transparence que l'on connaît aujourd'hui, moins de népotisme, moins de clientélisme, une gestion bon père de famille. Aujourd'hui, les Molenbeekois souffrent. On a parlé de l'augmentation du cadastre. Moi, j'entends Mme Moreau dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai l'impression qu'on ne vit pas dans la même commune. La situation est dramatique. Et donc, la nuit du 13, si les Molenbeekois nous font confiance, nous mettrons sur la table un certain nombre de conditions qu'on retrouve d'ailleurs dans notre programme. Et ce sera qu'à ces conditions-là qu'on montera dans une majorité. Et vous vous sentez plus proche de quel parti, Ahmed El-Kanou? Moi, je n'ai pas d'excuse. Moi, je suis un homme de centre-gauche. Je serai autour de la table avec les gens qui veulent un programme pour les Molenbeekois et qui sert principalement les intérêts des Molenbeekois. Alors, dire De Blok, vous le sentez, il y a toujours cette question, est-ce que cette fois-ci, vous êtes prêt à y aller? Parce qu'on ne vous croit toujours pas. On est préparé. On a un programme. Je pense qu'on est un des seuls partis qui a un programme en ligne, consultable. Nous aussi, vous n'avez pas le monopole. En tout cas, il est chiffré. C'est vrai qu'il y a des programmes qui sont consultables en ligne, mais pas tous. Voilà. Il est chiffré aussi. On a une note. On est préparé. On a des gens compétents, sérieux. Ce sont des gens qui ne font pas pour le fric ni pour les postes. Donc, on sera au service des Molenbeekois. Et je pense qu'un PTB, vous avez entendu, tout le monde dit on entendra les résultats des élections, des électeurs. Je pense que c'est effectivement l'enjeu pour nous, devenir incontournable pour éviter que MR et PS continuent leur alliance historique, peut-être à l'aide d'un troisième petit parti. Oui, Madame Fernandez, vous avez peur d'un PTB au pouvoir à la commune ou pas? Peur? Oui. Non, je ne réfléchis pas dans ce sens-là, parce que moi, je suis candidate bourgmestre pour justement qu'il y ait plus de bleus dans la commune et pour que le MR devienne le premier parti de Molenbeek. Parce qu'on entend quand même, dans le chef du MR, certains dire jamais avec le PTB. Est-ce que vous dites ça aussi aujourd'hui? Écoutez, Monsieur De Blok, humainement, est vraiment quelqu'un de très respectable. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui lors des conseils communaux et nos échanges ont toujours, et j'insiste là-dessus, ont toujours été empreints de respect mutuel. Par contre, nous avons des vues qui sont différentes, nous avons des philosophies qui sont différentes. La vue de Monsieur De Blok pour la société en général et de Molenbeek en particulier n'est évidemment pas la mienne. Et je pense que pour gouverner ensemble, il faut un socle de valeurs communes. Ouais, et que vous n'avez pas visiblement avec le PTB. Non, nous ne l'avons pas. Et alors Catherine Moreau, une question encore, puisque le PS s'est déchiré pendant cette législature. Que dites-vous à ceux qui disent aujourd'hui que c'est un PS affaibli qui se présente devant les électeurs? Je suis fort étonnée de cette approche. Donc, j'ai une liste de 45 candidats. Je pense qu'on a été les premiers en fait à déposer notre liste. Elle est forte, elle est présente tous les jours depuis le début de la campagne. Nous avons non seulement un programme complet en ligne, mais également un programme en version light, plus accessible. Tout ça est sur les réseaux. Donc, j'ai d'excellents candidats. Donc voilà, effectivement, nous avons effectivement... Que M. Achaoui ne soit pas dessus, que M. Ikazban ne soit pas dessus, écoutez, ça ne risque pas de vous déforcer. Qu'on soit concret, M. Achaoui voulait un engagement d'être échevin, ce que je ne pouvais pas lui donner avant le scrutin. Ça n'est pas des choses qui se font, et donc je n'ai pas pu donner cet engagement. Et en ce qui concerne M. Ikazban, je comprends son choix. C'est un choix qui est tout à fait respectable. Nous faisons face à la première élection communale avec le décumul, avec le Parlement régional.
Et donc, c'est notre député régional. Et donc, quelque part, qu'il veuille mettre ses forces dans la députation régionale, c'est honorable. Et il a notre soutien. Et nous aurons le sien. Donc, oui, je vous ai vu réagir, monsieur Elkann. Voilà. Oui, non, parce que je suis un peu sidéré quand j'entends Mme Moreau parler, parce que ce qui se passe au sein du PS, c'est la continuité de ce qui se passe à la commune de Molenbeek. Il suffit de lire les articles auprès de vos différents confrères. Aujourd'hui, on a une bourgmestre qui est considérée comme tyrannique, comme despotique de la part du personnel. Oui, je pèse mes mots. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est des attaques personnelles, en fait. Non, mais je ne veux... Non, parce qu'il faut savoir que quand j'entends qu'elle dit que M. Achaoui négocie pour un poste, je trouve ça insultant pour M. Achaoui. On sait ce qui s'est passé. Le pugilat qui s'est passé entre elle et M. Achaoui, on sait très bien. M. Ekasban, qui était le chef de file, qui était quelqu'un qui avait une légitimité, qui a fait un travail exceptionnel, il faut le reconnaître. Ce monsieur a été poussé... On va donner la parole. J'en resterai là. Ce monsieur a été poussé devant tout le monde au sein du conseil communal vers la sortie d'une manière totalement incorrecte, alors que c'est un monsieur qui était légitime et qui a fait un travail remarquable. Ouais. D'ailleurs, c'est grâce à lui que Mme Moreau est devenue, entre autres, bourgmestre en 2018. Il ne faut pas l'oublier. Alors, votre réponse elle sera très courte. Elle sera vraiment très courte. C'est qu'on a pris l'habitude, et à Molenbeek, on est habitué à ce style. C'est le petit diable qui sort de sa boîte, qui répand une petite fake news, et puis qui rentre dans sa boîte, et puis ça continue. Évidemment. Voilà, moi je vais pas... Et sur le côté tyrannique, qu'est-ce que... Bah écoutez, je suis désolée. Les cinq hauts directeurs qui ont dénoncé votre comportement dans un courrier, c'est dans la presse, Mme Moreau, c'est pas moi qui le dis. Alors, Mme Fernandez, vous qui avez travaillé avec... C'est faux, c'est Mais bien sûr que c'est faux. Madame Fernandez, vous qui avez travaillé avec Catherine Moreau, vous diriez quoi, vous D'abord, j'ai envie de dire qu'on peut peut-être un peu élever le débat, parce que les Molenbeekois méritent mieux. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. D'accord. Mais il faut respecter aussi les gens, pas profiter de faire des tirades et ne pas permettre aux gens de s'exprimer. Moi, je n'accepte pas qu'on attaque un collègue du conseil communal de cette manière. Je comprends. Alors, vous savez que le mariage PSMR, c'est un mariage de raison. Ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a un rapport de force qui est là et qui n'a pas toujours permis au MR d'impulser les politiques qu'il aurait voulu. Et c'est pour cette raison que je souhaite maintenant prendre la main et que surtout je souhaite inverser ce rapport de force. Oui, alors on va rentrer dans les enjeux maintenant, si vous le voulez bien, et l'enjeu, un des enjeux principaux, c'est la précarité à Molenbeek, la pauvreté qui explose. C'est le constat que font des associations qui soutiennent les plus précarisés. On va l'entendre dans ces témoignages, cette précarité touche de plus en plus les travailleurs. Alors, depuis qu'on est venu s'installer à Molenbeek, la précarité a fort augmenté. Là, on nourrit plus ou moins 8000 personnes des 19 communes de la région bruxelloise. Mais il faut savoir qu'à Molenbeek, tout était en hausse et on a vu pas mal de gens s'inscrire pendant les vacances. Et franchement, 1000 personnes en espace de 2 mois, quoi. C'est des personnes avec des revenus qui viennent chercher des colis alimentaires chez nous. Et donc, quand on dit avec des revenus, c'est CPS, allocation de chômage. Mais il y a également des travailleurs, donc même des travailleurs pauvres viennent chez nous. Or, et en plus de ça, on se doute qu'en fait, il n'y a peut-être pas tout le monde qui vient chez nous parce que c'est quand même toujours gênant de venir chez nous. Nous aidons environ 800 ménages chaque année. C'est 800 ménages qui reçoivent un colis alimentaire. Ça représente environ 2000 bénéficiaires ou en d'autres termes 75 000 journées d'aide alimentaire chaque année. Durant le Covid, en 2020, on a vu la demande en aide alimentaire augmenter de 50%. On imaginait que ça allait diminuer après. Eh bien non, on est resté au même niveau, ça n'a pas diminué. Et cette année particulièrement, on sent bien que la demande est encore très importante. Alors Hassan Mouassari et Emre Soumlou, vous êtes en retard sur le temps de parole. Je vais commencer par vous dans ce domaine. On voit une précarité criante, grandissante. Comment faire pour lutter contre cette précarité? Quels sont les instruments communaux que vous mettriez en branle pour ce faire? Oui, effectivement, la précarité à Molenbeek, c'est historique. Ça fait depuis... Non, mais ça prend des proportions gigantesques. Voilà. Alors, il y a des outils pour lutter contre. Déjà, au niveau du loyer, tout en respectant les règles régionales, quand on est en cours de bail, pas d'augmentation de loyer. Et vérifier le PEB aussi. À ce niveau-là, si le propriétaire ne peut pas augmenter, si le PEB ne fait pas bon signe. Par après aussi, au niveau des écoles, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est vraiment offrir une soupe pour les élèves et une petite comment on appelle collation, ça, collation effectivement, pas trop sucrée. Et au minimum, même des fruits, tout ce qui est sain, pour en même temps éduquer les élèves
pour tout ce qui est alimentation saine. Mais en même temps, en gros, il y a un plan aussi pour lutter contre la précarité, qu'on pourrait travailler avec la mission locale, en collaboration avec Actiris et ASBL Move. Et pour ça, il faut une analyse facteur de vulnérabilité, excusez-moi, qui amène la précarité. Là, on doit constater qu'est-ce qui amène la précarité. Et par rapport à ça, nous, déjà, avec un petit constat, on voit que l'alphabétisation se joue un grand rôle. Alors, même parfois, on a des petits entrepreneurs qui ont des difficultés pour remplir leurs documents, service comptabilité et ainsi de suite. Nous voulons créer un guichet pour les accompagner. Nous voulons digitaliser et amener ces entrepreneurs justement à être, quitte à ce qu'ils soient formés et qu'ils puissent utiliser tous les outils, les documents qu'ils puissent utiliser pour justement sortir de la précarité. Le but, comme je vous ai dit, au niveau du mouvement, les engager, c'est vraiment qu'on soit la corde pour tirer ces personnes afin de sortir de la précarité et pas faire de l'assistanat. Ouais, Emre Soumlou, d'abord le diagnostic, vous le partagez, j'imagine. Est-ce que l'aide communale, le soutien communal a été suffisant et quoi faire d'autre à l'avenir pour finalement que cette précarité ne continue pas à augmenter? Je pense qu'il faut rappeler vraiment un élément en reculant quelques années à l'avance. En fait, on a tous j'ai l'impression qu'on a tous oublié la période Covid. Je pense que la période Covid, en fait, c'était une période assez compliquée dans chaque commune. Ici, effectivement, on a eu quand même les bons réflexes au niveau de notre commune en mettant en place, évidemment, tout un système de vaccination, de solidarité. Mais effectivement, il y a des répercussions qui datent encore de cette époque-là. Et pour en venir à vos propositions, on fait quoi, Emre Soumlou? Premièrement, il faut continuer vraiment à soutenir les plus précaires. Par exemple, actuellement, au niveau du CPS, il y a pour le moment 7400 dossiers qui sont... 7400 dossiers qui sont en tout cas qui soutiennent les personnes, soit en revenu d'intégration sociale, soit en aide sociale. Donc c'est déjà en augmentation. Maintenant, il faudra voir aussi quel personnel qu'il y en a au CPS pour pouvoir accompagner ces personnes. On parlera de l'administration dans un point. Deuxième point, nous sommes dans une commune avec un taux d'emploi qui est un des plus faibles et aussi avec des emplois précaires. Donc je pense qu'il faudra vraiment avoir une attention particulière au-dessus pour que les personnes, effectivement, accompagnement pour avoir un emploi de meilleure qualité. Et troisième chose, je pense qu'un des plus importants, c'est l'augmentation du coût de la vie, qui est la plupart du temps, c'est lié soit au logement et soit aussi au niveau de coûts énergétiques. Là aussi, il faudra vraiment travailler sur l'encadrement des loyers. Et il faudra travailler aussi rénovation de bâtiments, du logement social, pour pouvoir réduire les coûts liés en tout cas à l'énergie. Oui, alors Ahmed El Kanouz, est-ce que la commune en a fait assez et que faire de plus en fait? Mais en fait, il y a cette problématique de la précarité, une problématique qui a différentes formes. On a parlé des associations qui agissent en première ligne. Il faut savoir que les pouvoirs publics et le CPS entre autres soutiennent un certain nombre de ces associations. Je dirais heureusement qu'elles existent parce qu'elles pallient à l'incurie des pouvoirs publics. Parce que sinon, on aurait des gens qui seraient dans une situation... une gravité extrême en matière simplement pouvoir se nourrir normalement, pouvoir offrir à leurs enfants un repas complet au moins une fois par jour. La commune, à travers un dispositif d'ailleurs auquel j'ai participé dans le passé, que ce soit le restaurant social par exemple les uns et les autres, qui propose à des prix extrêmement démocratiques à des personnes qui par exemple bénéficient du RIS et même d'autres catégories de personnes les plus fragilisées de pouvoir se nourrir correctement. Mais on ne peut pas maintenir les personnes dans cette précarité-là. Il faut effectivement une approche, quand je dis qu'elle a différentes formes, c'est qu'on doit bien analyser les causes de cette précarité. On a évoqué la problématique du logement, des loyers qui sont extrêmement importants par rapport au pouvoir, aux revenus des familles. C'est aussi parfois, malheureusement, et de plus en plus souvent, les personnes qui sont le plus éloignées du marché de l'emploi, pouvoir trouver un emploi décent. Ça passe par des formations. La commune a les leviers au niveau de la formation à travers la mission locale et Molenbeek Formation, mais aussi les opérateurs régionaux, évidemment, qui jouent un rôle prépondérant dans cette politique pour aider un maximum de Molenbeekois et de Bruxellois d'ailleurs à s'insérer dans le marché du travail pour faire reculer cette précarité. Oui, alors Madame Fernandez, on a l'impression parfois que ces associations sont dépassées face à l'ampleur de la demande, ne savent plus où donner de la tête. Est-ce que la commune peut en faire plus finalement pour soutenir ces services de première ligne et puis aussi pour
avec un travail de fond plus important? Alors, la commune, qu'est-ce que vous entendez par la commune peut en faire plus? En soutien de ces services de première ligne, venir en appui, avec des financements peut-être, ou alors des accueils plus, finalement, une prise en charge plus complète pour sortir ces personnes de la précarité. Alors, si je pense à la SBL Move, par exemple, qui est une ASBL paracommunale, nous avons... je pense que la dotation communale, dont je pense pas, j'en suis sûre, s'élève à 2,5 millions. Donc la commune fait déjà d'énormes efforts, comme pour toutes les autres ASBL paracommunales. Mais vous savez, monsieur, pour sortir de la précarité, le MR a des pistes. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut d'abord, il faut mettre les gens à l'emploi, mais il faut d'abord un enseignement de qualité. Alors comment est-ce qu'on met les gens à l'emploi? On a parlé tout à l'heure du CPS, et je tiens à souligner le travail remarquable de sa présidente, Madame Dina Bastin, qui travaille beaucoup avec le service insertion socio-professionnelle. On parlera du CPS dans l'administration parce qu'il y a eu aussi des mouvements d'humeur du personnel au sein du CPS, mais je vous en prie, continuez sur ce point. Je parlais de la cellule ISP, je parle aussi de la cellule emploi, et au MR, nous voulons renforcer ces cellules-là parce que pour nous, c'est très important de mettre les gens à l'emploi. Et puis ensuite, il y a le logement. Et nous, ce que nous voulons, c'est renforcer, par exemple, la Maïs. Nous voulons renforcer l'AIS parce que c'est une façon... Vous pouvez préciser parce que ces acronymes, la Maïs, AIS, Agence Immobilière Sociale... Alors c'est une agence immobilière sociale et chez nous c'est la Maïs. D'accord, très bien. Et donc nous voulons la renforcer parce que ça permet aux gens d'avoir un logement à moindre prix. En tout cas un logement qui soit moins cher, dont le loyer soit moins cher que sur le prix du marché. Et nous voulons renforcer ce genre de dispositifs. Oui, alors Dirk De Blok, vous parlez, dans votre programme, renforcer les services de première ligne, vous parlez aussi de décentralisation des services, d'engagement au CPAS. Oui, je pense que ça fait un peu marrer qu'on parle de mettre des gens au marché d'emploi, alors que le bilan de votre présidente et maire du CPS, c'est qu'il y a 130 articles 60 en moins depuis 2-3 années. Ça veut dire 130 personnes qu'on peut mettre moins sur le marché d'emploi. Je parlais de la cellule ISP, je ne parlais pas des articles 60. Mais ça, c'est la réalité. Laissez-moi juste aller jusqu'au bout. Évidemment, la précarité, Bruxelles est très riche, mais si on bloque pendant 4 années les salaires, comme le gouvernement MR engagé, PS ont fait, alors évidemment, cette inégalité va... On est sur des compétences communales, monsieur De Blok. Justement, sur la commune, Schaerbeek a imposé à certains projets de construction 33% de logements sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les loyers, c'est la source principale de la précarité aujourd'hui. Si on veut investir quelque part, c'est dans l'enseignement. Et je suis d'accord. Mais alors, il faut résoudre le problème qu'il y a des profs absents, des classes sans titulaire. Et donc, le PTB propose un prof extra par école pour garantir que chaque enfant puisse avoir un prof tout le temps. C'est l'essentiel. Et un repas gratuit ou une soupe gratuite. Et on propose de le financer avec une rétrocession des échevins. Vous savez que l'année prochaine, les échevins, les bourgmestres vont augmenter leur salaire. Moi, je pense qu'on ne peut pas justifier ça alors que les gens, aujourd'hui, ne peuvent pas manger. Il y a des enfants qui viennent à l'école sans avoir eu un petit déjeuner. Il y a des enfants qui ont faim, qui ont des boîtes de tartines vides. On doit résoudre ça. Ça, c'est la proposition du PTB. Alors, je vous ai bien compris. Une réponse rapide. Oui, après, je vous donne la parole, mais une réponse rapide par rapport à l'action du CPAS. Oui, et puis, je donnerai la parole à Madame Moreau, si vous voulez bien, monsieur le Moi, je voudrais qu'on ne mélange pas l'insertion socio-professionnelle et les articles 60. Ça n'a strictement rien à voir. Des articles 60, on n'oblige pas les gens à être mis à l'emploi. Et c'est vrai que depuis la crise Covid, nous avons au CPS de Molenbeek énormément de problèmes avec les articles 60 qui n'ont pas toujours envie de faire le travail qu'on leur propose. Et on ne peut pas obliger les gens à faire un travail qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc je pense que l'encadrement doit se faire au niveau de la cellule insertion professionnelle. Désolé, ce n'est pas une question d'envie. Vous avez présenté ça au dernier budget comme une mesure d'austérité. Donc il fallait trouver de l'argent. Il y a 30 articles 60 en moins. C'est comme ça que ça a été justifié, pas parce que vous ne trouvez pas de candidats. Je pense qu'on ne mettra pas d'accord. Alors, par rapport à la précarité, Catherine Moreau, on le voit, il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés. Et vous dites, vous, par exemple, il faut un véritable service jeune au sein du CPAS pour les moins de 25 ans, les moins de 30 ans. Vous avez l'impression qu'il
il y a un maillon faible dans ce domaine actuellement? Oui, tout à fait. C'est évident. C'est pour ça que dans le cadre du contrat de quartier étant noir, on a mis 400 000 € sur le raccrochage des NEETs, c'est-à-dire les jeunes qui sont ni à l'emploi, ni à la formation, etc. Et donc ça, c'est essayer de raccrocher les jeunes et de les mettre sur le marché de l'emploi. Ce qu'on a fait aussi cette législature, c'est qu'on a créé 2 crèches, parce qu'on a un taux d'emploi des femmes qui est très bas. Et donc continuer de faire un investissement, c'est un investissement public majeur pour pouvoir donner aux femmes l'occasion de faire garder leur enfant est très importante. Maintenant, moi, je veux revenir sur un point dont plusieurs collègues ont parlé, c'est la question du bâti et des loyers. Molenbeek est caractérisé par un renouvellement assez important avec un déménagement très grand. C'est-à-dire que quelque part, on joue un rôle d'ascenseur social pour plein de gens qui n'ont pas les moyens ou qui sont discriminés ailleurs et qui sont dans du logement de mauvaise qualité chez nous. Et parfois, on peut avoir un logement de très mauvaise qualité, ça veut dire les murs suintent et il n'y a peut-être même pas d'eau chaude, à 1 000 € pour un 2 chambres. Vous trouverez ça nulle part dans la région. Et donc, les deux sont très fort liés. Nous proposons d'encadrer les loyers effectivement, tout en mettant en place un système qui peut ne pas pénaliser les propriétaires vertueux. Et puis, d'autre part, nous devons travailler sur le bâti qui se dégrade. Et pour cela, nous devons aider dans le public, mais aussi dans le privé. Alors, je vais passer au deuxième thème, et il y a un peu un corollaire, puisque Molenbeek, c'est une commune pauvre, et donc ses finances s'en ressentent. Les finances sont dans le rouge, les habitants n'ont pas échappé, on l'a déjà dit, à une augmentation de la fiscalité durant la législature. Alors, quelle stratégie mettre en œuvre à l'avenir? Je vais à nouveau vous donner la parole, Emre Somlou, parce que vous êtes en retard sur le temps de parole. Quand je vois le volet finance dans votre programme, vous dites plus de transparence dans les finances communales, expliquer d'où vient l'argent, où il va. Vous dites aussi une commune où l'argent des impôts doit être géré intelligemment. Vous avez l'impression que ça n'a pas été le cas à Molenbeek ces dernières années? Nous, en tout cas, avec Ecolo Groen, on aimerait bien que la première chose, d'abord, il faut que toutes les personnes qui décident pour le budget, ils ont une formation. Donc demain, on va avoir un nouveau conseil communal et nous trouvons que les nouvelles conseillères communales, en tout cas, ils doivent avoir cette lecture, parce que tout le monde n'a pas cette lecture de pouvoir vraiment analyser un budget communal. Je pense que c'est la première chose, d'abord savoir comprendre. Deuxième chose, effectivement, il y a eu une augmentation du PRI, du précompte, mais en même temps, il y a eu quand même un soutien aux monopropriétaires. Nous pensons en tant qu'Ecolo Groen que ce sont les épaules les plus larges qui doivent payer. Quand on est plusieurs logements qui sont en location dans la commune de Molenbeek, c'est tout à fait logique que ces personnes-là payent en tout cas beaucoup plus de précompte que les personnes qui sont monopropriétaires, qui ont un logement et qui sont juste un salaire qui leur permet de pouvoir vraiment entretenir ce logement. Et évidemment, on a d'autres propositions qui sont aussi de faire des économies d'échelle avec les communes qui nous entourent. On peut travailler ensemble ou on peut avoir aussi des infrastructures qui peuvent exister entre plusieurs communes. On peut les partager. Donc, on n'est pas obligé de chaque commune avoir la même chose sur son territoire. Mais on pourra aussi faire des économies d'échelle au niveau de plusieurs communes. Oui, alors Madame Fernandez, à l'amorce de juste avant cette émission, on a reçu des messages via un bouton qui s'appelle Alertez-nous, de personnes qui nous disaient que malgré les aides pour le précompte immobilier, les augmentations étaient insupportables. On a reçu aussi des messages d'entreprises qui disent que certaines taxes sont très difficiles à assumer. Est-ce que vous pourrez vous engager à diminuer la fiscalité dans les années qui viennent à Molenbeek? Alors, moi, j'ai une ligne de conduite très simple par rapport au PRI. Le PRI, nous ne l'augmenterons pas sous cette nouvelle législature. Moi, bourgmestre, il n'augmentera pas. Ça, c'est très clair. Politiquement, ce que nous voulons aussi, c'est arriver sur 6 ans à pouvoir le baisser. Comment? En faisant justement des économies d'échelle. Je vais aller très vite, 2 petits exemples avec la régie foncière et aussi d'intégrer les logements communaux aux logements molenbeekois, ce qui va nous permettre de faire des centaines de milliers d'économies. Et pour la régie foncière, on pense surtout à la TVA qui va aussi nous permettre de faire des centaines de milliers d'économies. Mais alors, Monsieur Ouassari, dans votre programme, vous dites qu'il faut définir un véritable plan financier sur 10, 5 et 1 an.
Ça manque actuellement à Molenbeek? Effectivement, mais avant d'en parler, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas les comptes de 2023. On les a pas clôturés. Ça va être difficile de parler pour 2023. Mais en tout cas, on connaît pas les chiffres. Ça devait être normalement clôturé pour le 30 juin, mais bon, espérons que ça va l'être pour le prochain conseil communal. On peut dire que le fonctionnement de cette mandature, la fiscalité a augmenté d'une manière considérable. On a parlé du PRI, mais pas que. L'ouverture d'un snack et un forfait de 5 000 € pour tout jeune qui veut ouvrir un snack. Et les tarifs de stationnement aussi. À l'époque, je me souviens, quand nous, on était dans la majorité, en 2017-2018, je pense que le prix, l'heure, ça coûtait une histoire de 1,40 €, 1,50 €. Aujourd'hui, on a plus ou moins à 2,80 €. Le haut de Molenbeek, qui est une zone résidentielle, c'est payant. À l'époque, ça n'était pas. Il fallait avoir le disque. Maintenant, c'est devenu payant. On voit, bon, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute à qui que ce soit. Simplement, je dis qu'on voit qu'il y a une augmentation au niveau de la fiscalité qui est assez importante. Alors, le plan dont vous parlez, nous, c'est très simple. Un plan d'action qui devrait analyser. L'objectif, c'est de vraiment analyser les comptes de la commune et faire une identification par service au niveau de la commune. On l'a déjà fait à l'époque, en 2017 et en 2018. C'était le CDH, un échevin CDH. Aujourd'hui, il fait partie de Molenbeek autrement. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation de le faire. Il a fait un travail remarquable. Effectivement, je le dis. Alors, il a fait un boni en 2017 de 10 millions et en 2018 de 5 millions. Et le but, c'est quoi? C'est d'analyser chaque service et aller chercher l'argent là où il faut. On peut voir dans différents services parfois qu'on a des effectifs qui sont trop dans un service et peu dans d'autres, et vraiment étudier des pistes potentielles, comment essayer de faire une espèce de plan d'action pour essayer de déterminer. Ça a été fait à l'époque et on peut le faire encore maintenant via un service extérieur, un audit, ou disons plutôt, pas un audit parce que j'aime pas trop ce mot, mais une évaluation par service, pas par rapport au personnel, mais par rapport à l'effectif qu'il emploie. Oui, alors, M. Elkanouz, vos solutions, vous, Mais d'abord, moi, je voudrais, en termes de finances. Si vous permettez, je voudrais établir quelques vérités quand même. J'ai l'impression qu'il y a le ciel qui nous tombe sur la tête à Molenbeek, que ce n'est pas de notre faute si la situation est catastrophique aujourd'hui. Mon collègue, M. Wassari, a rappelé quelques chiffres. En 2018, lorsque nous avons rendu les clés de la commune à Mme Moreau et à son équipe, avec nos anciens partenaires du MR, la situation avait fortement et positivement évolué. Je rappelle que, je regarde mes notes pour ne pas me tromper, les impôts sur les personnes physiques en 2018 sont passés de 6,5 à 6,3. Nous avons pris l'engagement de le faire parce que la situation s'était améliorée. Et puis, patatras, durant toute la législature, il y a eu des décisions. Mme Moreau a décidé de nommer près de 400 personnes. C'est 4 millions d'euros structurels en plus, parce qu'elle a décidé, alors que nous n'avions pas les moyens d'opter pour quelque chose qui va nous plomber financièrement pendant de très longues années. Il y a eu de très nombreux choix d'investissement qui sont vraiment problématiques pour la commune, qui ne correspondent pas aux besoins des habitants. Nous avons eu, vous le savez, des affaires qui ont défrayé la chronique. Je ne vais pas rappeler l'affaire des tapis rouges, où un échevin s'est assis 2 fois sur les règles légales. L'affaire des est-ce que Molenbeek a besoin de haut-parleurs pour 50 000 €? On a été dans le cadre d'un contrat de quartier, acheter des haut-parleurs qui ne seront jamais mis, hein. Ils sont dans un dépôt, c'est 50 000 €. Vous parlez de mauvaise gestion et vos solutions, en fait. Nos solutions, c'est d'abord revenir, et ça a été dit par mes collègues, à une gestion plus transparente, revenir à des mesures, justement, moi j'utilise le terme, un audit, vérifier qu'est-ce qui se passe dans toute une série de services avec les partenaires sociaux, remettre les moyens là où il faut. Aujourd'hui, au niveau des nettoiements des rues, en 2018, il y avait 85 travailleurs. On parlera de la propreté dans un instant. Non, mais c'est lié, parce que ça correspond aussi à la gestion, parce que ça a un impact financier. Aujourd'hui, ils sont 42, dont 7 malades. Et donc, il y a une situation qui a été provoquée par l'équipe de Mme Moreau. Et aujourd'hui, on pleure, on dit que ce sont des raisons exogènes, alors que non, il y a eu un problème de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion durant cette législature. Oui, répondez, mauvaise gouvernance. Mais je vais répondre. Donc, quand on a trouvé PSMR en 2018, la commune, effectivement, les finances allaient beaucoup mieux. Là-dessus, c'est juste. Le reste, excusez-moi, c'est de nouveau le petit diable qui sort de sa boîte pour raconter des fake news. Parce qu'à cette époque, qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, ça allait mieux. On avait 2 priorités, la propreté publique et l'enseignement. On a investi dans du personnel en propreté, plus 4 ouvriers. On a investi dans du personnel enseignant. Ensuite, on a été malheureusement, et comme toutes les autres communes, je lisais le VIF là, il y a 2 semaines, PPP, pauvreté,
pension, police. On a été à la même sauce que les autres communes. On a été à une sauce où on est en train d'assister à un déficit de solidarité entre les communes riches du pays et les pauvres. Et tout le monde s'écarte. Donc les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Et donc nous, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu des ACS par des logiques régionales, on a perdu des financements de la police et pour finir, transfert de charges de 12 millions, c'est quand même important, sur la législature en CPS. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut passer du bilan aux propositions, Madame Moreau? C'est extrêmement important de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas les finances de Ma Molenbeek. question, c'est comment éviter l'asphyxie totale dans les prochaines années? Je vais l'expliquer. Oui, mais très rapidement. Très rapidement. Parce que vous prenez beaucoup sur votre temps de parole. Extrêmement rapidement. Tout simplement, Molenbeek ne peut pas survivre comme commune la plus pauvre de Belgique si on ne refinance pas les CPS des communes pauvres. C'est impossible. Et si on accueille demain la mesure qui est dans la note Arizona de mettre fin au chômage après 2 ans au fédéral, c'est 15 millions de plus, rien que cette mesure-là. Les indexations de salaire, c'était 11 millions. C'est ce qui nous a fait basculer. Donc ce qui nous a fait basculer, c'est ce qui arrive à toutes les autres communes, sauf que chez nous, c'est pire, parce que les dépenses explosent et les recettes diminuent. Alors une réponse rapide, Madame Fernandez, puisque le MR... On ajoute la mauvaise gestion, la situation est catastrophique. Le MR est partie prenante dans l'Arizona qui se mettra peut-être en place. Alors, est-ce que ça risque d'aggraver encore plus les finances communales de Molenbeek en particulier? Alors, si cette mesure passe, je pense qu'il faudra encadrer les personnes qui seront exclues du chômage. Et pour ça, le mouvement réformateur a toute une série de propositions, mais il faut les encadrer. Oui, très court. Oui. Et puis je donne la parole à M. Debloc. Ne vous inquiétez pas, je vous donne la parole tout de suite. Aujourd'hui, on arrive déjà difficilement et c'est une politique très coûteuse. C'est pas le bon endroit le CPAS pour la faire. Donc en fait, c'est juste 15 millions dans la figure des finances de Molenbeek. Alors Monsieur Debloc, quand je vois votre programme, il est généreux, forcément. Vous dites Molenbeek a déjà augmenté l'impôt cadastral. Il faut que ça change. Il faut instaurer une prime logement automatique. Il faut adapter les taxes forfaitaires. Quand on voit les finances communales, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? On a chiffré la proposition et donc on propose un tax shift. Pour la première fois, je pense que c'est important d'aller chercher l'argent là où il est. Et donc, faisons contribuer les grands bureaux, les grandes surfaces, comme Anderlecht, les grands bureaux comme à Ganzoren. Ils font ça. Ce n'est pas le désert économique à Anderlecht, ni à Ganzoren. Et je vois qu'effectivement, Molenbeek autrement, MR, vous vous opposez même à la petite caisse, à la petite taxe de caisse automatique. C'est démagogique comme proposition. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous avez votre réponse après. Il faut dire aux gens où on va chercher cet argent et on fera contribuer les épaules plus larges. Ou dites où vous allez chercher l'argent. Et franchement, ce n'est pas avec 300 000 € sur un budget de 300 millions, CPS et communes, que vous allez vous en sortir. Le PTB est clair. Soulageons les ménages molenbeekois et faisons contribuer plus certains secteurs qui font ça déjà dans d'autres communes. Alors, je vous vois faire non, Madame Fernandez, et puis je donnerai la parole aussi à Monsieur Soumlou qui attend depuis longtemps la parole. Alors, allez-y, je vous vois faire non, donc vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Je ne suis pas du tout sur la même longueur d'onde quand le PTB parle de taxer les petites entreprises. C'est les grands, il ne faut pas changer. Mais qu'est-ce que vous appelez les grandes entreprises? Grands mais qu'est-ce que ça veut dire? Grand bureau, grande surface, ça veut dire quoi? On a déjà pour les entreprises, c'est au-dessus de 1000 mètres carrés. Ce n'est pas un petit, 1000 mètres carrés. Moi je ne suis pas d'accord avec cette mesure. Pourquoi? Je pense qu'il faut retourner au pacte fiscal qu'il y avait en 2020. C'est-à-dire que la région, ce que faisait la région juste avant le Covid, c'était, comment dirais-je, elle allait assainir les dettes et en contrepartie, on allait vers une harmonisation d'une fiscalité, donc des taxes notamment pour ce genre d'entreprise. Moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, parce que moi, je crains très fort qu'en faisant ce que le PTB propose, eh bien, on se retrouve avec des entreprises qui vont quitter Molenbeek. Et ce n'est pas seulement les entreprises qui vont quitter Molenbeek, on va perdre des emplois, mais des emplois directs et des emplois indirects. Moi, j'ai l'intime conviction que c'est ce qui va se passer. Anderlecht n'a pas perdu des emplois dans les grandes surfaces. Et franchement, il y a déjà... Vous avez levé 15 millions et ce que je propose, c'est peut-être 2,5.
15 millions, vous avez taxé les ménages Molenbeek. Alors, Emre Soumou, 15 millions, 2,5 millions, et vous dites au secours. Quand je vous ai donné la Faut être parole correct. tout à l'heure, vous avez employé ce terme, il faut faire contribuer les épaules les plus larges. Est-ce que vous vous retrouvez dans les propositions du PTB? Dans certains, on peut se trouver, mais il faut effectivement voir, analyser la faisabilité. Il faut que la majorité prochaine, quand ils arrivent, je pense qu'il n'y a pas une solution miracle, hein. Donc en fait, évidemment, on va s'asseoir autour d'une table, on va discuter, chaque partenaire discutera, et il faut que ce soit vraiment la solution qui prend en compte les plus précaires. Ça, c'est toujours la question. Là, vous dites tout à l'heure qu'on ne peut pas en parler du prochain projet de Arizona qui va Si, vraiment... on peut en parler, mais vous Parce êtes que- interrogé sur les compétences communales. Mais ça fait partie des compétences communales. Je suis vraiment désolé. Ça fait partie des compétences communales parce que ça a un impact. On parle de fiscalité, ça va avoir un impact de 12 à 15 millions minimum sur les finances du CPS. Mais c'est un impact. Donc là, on peut nous dire, on a eu des débats au conseil communal en disant que oui, on n'a pas encore fait, il y aura des mesures d'accompagnement. J'entends bien. Mais il faut dire aussi que le CPS a un caractère résiduel. Donc ça veut dire qu'il doit mettre quand même des personnes sur le marché du travail. Mais de l'autre côté, on va se trouver encore d'autres personnes qui seront exclues du chômage. Et à un moment donné, il faut quand même soutenir ces personnes. Et 15 millions avec les Mais là, moyens que moi, nous je avons, voulais on que ne vous peut pas. réagissiez à une proposition du PTB qui est de dire, voilà, on va taxer les grands bureaux, les grandes entreprises. Est-ce que vous craignez que, comme le MR le dit, ça engendre des pertes d'emplois et un exil de certaines entreprises? Nous savons que Molenbeek se trouve dans une situation géographique très agréable. Donc j'ai envie de dire, on est à côté du centre-ville et nous avons suffisamment d'espace et nous avons des anciennes industries, nous pouvons transformer vraiment. Et je pense qu'on n'est plus dans une situation comme dans le vieux monde. Chacun avait sa voiture, on se déplaçait tous les jours pour aller travailler dans son bureau. C'est fini ça. Donc on est vraiment dans un nouveau monde 21e siècle. Et je pense que Molenbeek, par rapport à sa situation géographique, ne perdra pas, en tout cas, ni les espaces bureaux, ni les entreprises. Oui, monsieur Ouassari, vous me demandiez la parole. Oui, Je vous donnerai très brièvement et puis aussi à monsieur Elkanous. Je vois à chaque fois on parle du gouvernement fédéral, l'Arizona, Floride, tout ce que vous voulez. Ben, pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement fédéral. Attendons d'abord qu'il y ait un gouvernement qui se forme. Et oui, ça va arriver, on l'espère. Attendons qu'il y ait un gouvernement qui se forme. Oui, mais craignez-vous les effets collatéraux, finalement, des mesures prises? Écoutez, il y aura les modalités. Moi, je vais parler en ce qui me concerne, nous, les engagés. Quand on parle de limiter le chômage à 2 ans, il ne faut pas prendre la situation, il faut prendre la situation inverse. C'est l'État qui est obligé de trouver un travail après 2 ans à la personne et pas le contraire. Alors, comment est-ce que les modalités vont se définir après avec le mouvement réformateur? Attendons que ça se fasse. Ça ne sert à rien de sortir des chiffres de 15 millions, de 17 millions, de 20 millions, tant que ça n'est pas encore fait. Attendons uniquement que ça se fasse et concentrons-nous, comme vous avez dit, sur les compétences locales et trouvons des solutions au niveau local. Il y a beaucoup de choses à chercher. Comme l'a dit M. Elkanous, on sait très bien que lorsqu'une personne définitive devient définitive, coûte plus cher en termes de charges patronales. Lorsqu'une personne qui est définitive, une fois qu'elle est absente, c'est la commune qui paye, il ne passe pas en mutuelle. Et bon, je ne sais pas que je suis pas contre la stabilité. Hein. C'est tout à fait normal, on peut comprendre aussi, mais on fait avec ce qu'on a et on se concentre sur ce qui est local et par après on verra au niveau fédéral. Une réponse très rapide, Catherine Moreau. Vous me demandiez la parole depuis pas mal de temps. Oui, tout simplement. Je pense que l'économie en ville aujourd'hui, et les études le démontrent, c'est plutôt des petites surfaces et une grande attention par rapport au problème de la mobilité. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a essayé de garder toutes nos surfaces rez-de-chaussée productifs en productifs. C'est une politique d'urbanisme qu'on a mis en place ensemble cette législature, qui fonctionne bien, qui commence à réattirer du bureau et du productif. Mais donc, effectivement, moi, je crains qu'on soit à côté de la plaque quand on parle de très grandes surfaces, parce qu'il n'y en a presque plus. Oui, monsieur Elkanous, Oui, je rejoins vous parlez de démagogie. Je rejoins Mme Moreau. D'abord, monsieur de Bloch, sans ne pas méconnaître Molenbeek, il n'y a pas beaucoup d'espaces de bureaux, il n'y a pas beaucoup de grandes entreprises qu'on pourrait taxer, qui font plus de 2000 mètres carrés. Et donc, moi, je pense, et je rejoins certains qui disent que si on taxe trop, on risque d'avoir... D'ailleurs, il y a un proxy de l'Est qui se trouve sur la chaussée de Gand, qui a annoncé sa fermeture. C'est un exemple, parce qu'il est écrasé par les taxes communales. Et par la politique de Deleuze. Oui, entre autres. Oui, c'est ça. Oui, mais il y a aussi les taxes communales. J'ai rencontré le responsable. Ça, c'est un exemple. Et je suis aussi inquiet par rapport à mes collègues qui sont là en attente de cette mesure, justement, de limitation du chômage à 2 ans. Il est clair que le fardeau
et le supplément financier va être pris en charge, devra être pris en charge par le CPS. Et je suis un peu étonné que ceux qui décident ce type de mesures au niveau fédéral sont en général aussi bourgmestres de certaines grandes villes. Ils savent très bien que ça va impacter les finances de leur commune et qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'avoir un financement supplémentaire pour pouvoir, je dirais, soutenir les communes concernées. Et je voudrais aussi qu'on parle, si vous voulez, du financement de la zone de police, parce qu'avec la norme KUL, ça a aussi un impact sur les finances de la commune. On va passer à l'autre point dans un instant, qui est l'administration molenbeekoise. Vous avez certainement des choses à dire. Une réponse, M. Ouassari, vous continuez à dire, attendons que les mesures arrivent et puis on verra ce qu'on peut faire. Ces mesures de l'Arizona, hein, j'entends bien. Ah bah oui, attendons que ça arrive. Bah oui, on ne connaît pas les modalités. Vous parlez tous comme si vous y étiez. Excusez-moi, pour l'instant, le jour où ça va se faire, à ce moment-là, on verra. On ne sait pas ce qu'ils vont. Quel accompagnement on va amener, quelles mesures spécifiques ça sera peut-être même un plan individuel. On parle de ça en ce moment. Une fois que ça soit un plan individuel, on verra certainement que peut-être des personnes iront au CPS. Mais encore une fois, la solution, il faut le trouver au niveau local. Ouais, alors qui vivra verra, comme on dit dans ces cas-là. Une réponse, M. De Bloch, puisque certains mettent en doute ce que pourrait rapporter votre taxation. Hein. Donc, il y a une taxe bureau qui existe à Molenbeek et donc qui rapporte de l'argent. Si on fait contribuer les bureaux comme à Ganzoron, au même niveau, ça rapporte 1 million en plus. Et donc, ce n'est pas des petits bureaux, non, parce que cette taxe, elle est que levée sur, par exemple, à partir de 50 mètres carrés. Donc, la réalité est que vous devez choisir où vous faites encore contribuer les ménages et vous augmentez la taxe cadastre parce que vous engagez. J'ai répondu, mais non, là, les 12 millions, si les 15 millions d'Arizona vont tomber. J'ai été extrêmement clair. Ben je vous dis, extrêmement clair, je ne peux pas vous laisser si les 12 millions et les 15 millions d'Arizona vont tomber, vous n'auriez pas le choix. Ouais, non, et ça, c'est la réalité. Où vous allez chercher. J'ai été très clair. Par rapport au PRI, j'ai été très clair. J'ai dit, moi, bourgmestre, ça n'augmentera pas. Alors, vous allez couper. Oui, on va passer si vous le voulez bien. Oui, 10 secondes alors, parce qu'il reste beaucoup de thèmes à aborder. Je pense qu'en entendant les représentants ici du MR et des engagés, je leur demande de prendre leur bâton de pèlerin, d'aller dans leur parti pour faire en sorte que cette mesure n'arrive pas. Parce que notre CPS crève déjà, et si on a en plus 6000 personnes qu'on doit soi-disant accompagner alors que ce n'est pas notre métier, on n'arrivera pas. Alors on revient à Molenbeek et son administration. Hein. Une administration en souffrance, au dire de certains. Il y a eu un mouvement de grève au service propreté il y a quelques jours au CPS. Il y a de nombreuses plaintes également du personnel depuis pas mal de temps. Comment finalement restaurer l'ambiance, restaurer la qualité de travail dans cette administration? C'est le dossier qu'on ouvre maintenant. Ahmed El-Kanouz, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'administration? Vous avez dénoncé pas mal de choses pour que ça s'arrange, pour que ça aille mieux. Quelles sont vos propositions? Vous allez voir, ce n'est pas le petit diable qui sort d'une boîte. Je vais faire ici le relais des préoccupations du personnel. Vous avez pu lire dans la presse que déjà 5 hauts fonctionnaires se sont fondus d'une lettre où ils ont dénoncé l'ingérence politique, Madame Moreau, la vôtre, entre autres. Tout à l'heure, je reprends les mêmes termes, votre comportement tyrannique et même despotique. Et donc, il y a cette ingérence, cette politisation de l'administration. D'ailleurs, on l'a vécu lorsqu'on a mis en place... Je vous demandais vos propositions. Oui, mais justement, c'est important de remettre un peu le contexte, parce qu'on ne peut pas venir avec des propositions sans dire nous venons de très loin. Quand on veut, par exemple, imposer une secrétaire communale qui est la première fonctionnaire qui est en charge du bon fonctionnement de la commune, quand on fait venir quelqu'un de son cabinet, qu'on se bat, qu'on fait tout, on utilise des trucs et astuces pour pouvoir l'imposer à l'administration, et que le conseil communal ne veut pas, ça commence déjà par un secrétaire communal ou une secrétaire communale qui soit, je dirais, en équidistance. Eh bien, la première chose à faire, c'est d'abord, évidemment, de faire un audit aussi de la situation, d'écouter les partenaires sociaux qui ont beaucoup à dire. Les syndicats se sont mobilisés énormément par rapport au dysfonctionnement de l'administration, parce que ça a des conséquences sur la population aujourd'hui. Aujourd'hui, avoir un rendez-vous dans un pays étranger, il faut 4 mois. Et c'est inadmissible, parce que tout le système de fonctionnement de l'administration est à plat, est à terre, et donc il faut reconstruire cette administration depuis, je dirais, les fondations jusqu'au sommet. Ouais, est-ce qu'il faut tout reconstruire, Monsieur Soumlou? Tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, avant, certains conseils communaux, plusieurs d'entre nous, les conseillers communaux, nous avons reçu des coups de fil des personnes qui travaillent dans l'administration communale. Je ne sais pas s'il faut tout construire, mais je sais qu'il y a une souffrance
au sein du personnel. Ça, je pense qu'il y a un gros travail à faire au-dessus. Et deuxièmement, nous pensons en tant qu'Écolo-Ground qu'on doit maintenir le service public, coûte que coûte. Ça a un prix, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, il faut que ça continue en tout cas à exister pour tout le monde. Et pour vous, est-ce qu'il faut un audit, une mise à plat ou amener les priorités dans les années qui viennent? Comme je vous ai dit, il y a une souffrance au sein de l'administration communale parmi les personnes qui travaillent et donc il faudra faire le nécessaire. Ouais, Monsieur Ouassari, quand je vois votre programme, vous dites qu'il faut un Molenbeek Care, un pôle bien-être. Vous entendez quoi en fait par là? Un pôle bien-être, c'est encore une fois, on est toujours dans la même analyse. Identifier ce qui ne va pas et mettre des spécialistes, des conseillers en prévention et d'autres personnes qui vont voir pourquoi est-ce que les personnes sont en souffrance, pourquoi est-ce qu'elles sont en maladie longue durée et mettre des plans d'action, quitte à travailler en collaboration avec Cohesio. C'est ça le plus principalement, et si vous voulez, c'est une compétence transversale, hein, parce que au plus qu'il y a des personnes malades, surtout des personnes définitives, au plus que la commune paye, et ça tombe toujours sur les Molenbeekois. Alors veillez au bien-être, si les agents communaux ont des meilleures conditions de vie, ils peuvent offrir une meilleure qualité aux Molenbeekois, et c'est le but justement, je crois que c'est l'intérêt de tous ici. Alors, Dirk De Blok, vous partagez ce diagnostic et quelles solutions, hein, comme on est dans les propositions pour le futur, pour améliorer les choses? Moi, je pense qu'il faut un plan de redressement et pas juste... je trouvais intéressant l'idée, mais il y a une situation où on est dans le sous-effectif dans certains et plusieurs services. Le sous-effectif qui crée une surcharge sur les personnes restantes, qui se mettent en maladie parce qu'il n'y a pas d'autre façon de se protéger contre la surcharge. Et donc c'est un cercle vicieux. Je pense qu'on travaille aujourd'hui avec 5% de personnel en moins comparé il y a 2 ans. Les gens, ça se sent. La deuxième chose... On va envoyer aux moyens, hein, finalement, pour finalement combler les donc les moyens sont importants. Et là où on voit que les coupes ou les sous-effectifs sont le plus importants, c'est souvent dans, en fait, les salaires les plus petits. Donc dans les services, les niveaux E et D. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment un problème du respect, de considérer en fait les gens, les ouvriers et ouvrières, et je parle des aides ménagères qu'on a mis à la porte. Ce sont des gens qui se sont donnés corps et âme pendant le Covid, sur qui on a compté, et maintenant on les jette comme des Kleenex. Je parle des balayeurs, hein, c'est un boulot ingrat, et en fait, on n'arrive même pas à créer des conditions de travail où les gens ont des gants, du matériel adéquat et des savons dans leur vestiaire. Donc, je trouve qu'il y a un minimum qui n'est pas respecté. La deuxième chose, il faudrait instaurer le dialogue social, parce que l'écoute, ça commence par là. Et donc, les syndicats, les représentants du personnel, ont donné des signaux, pas hier, pas il y a 1 mois, il y a 2 années, il y a 3 années. Et je pense qu'en fait, oui, il faut une évaluation aussi des besoins par service, qui est sur la bonne place, qui peut être mieux à un autre endroit. Et je pense qu'il faut recommencer avec un service RH qui peut faire le suivi du personnel aussi, évaluation, entretien de fonctionnement. Tout ça, ça n'a plus existé pendant, ou en tout cas dans certains services, en fait, les entretiens d'évaluation et de fonctionnement n'ont plus eu lieu pendant très longtemps. Dans certains services, oui, dans d'autres, on me signale que non. Et je pense qu'il faut un ensemble. Et surtout, il faut être au-dessus de la mêlée. Parce qu'aujourd'hui, la politisation et l'ingérence politique, ça tue, ça fragilise, il y a des pressions, et donc il faut avoir des chefs de division et de services partout qui protègent et qui défendent leur personnel. Voilà. Et alors, ingérence politique, pression, la note est plutôt salée, hein, Madame Fernandez. Est-ce qu'on a laissé les choses pourrir et comment éviter que la situation ne continue à pourrir à l'avenir, si c'est le cas? Moi, je ne pense pas qu'on ait laissé les choses pourrir et je voudrais juste revenir sur ce que disait Monsieur De Blok. Ce n'est pas du tout un manque de respect, surtout pas pour les ouvriers ou les niveaux E, comme vous disiez. Par contre, je dois reconnaître qu'il y a un malaise dans l'administration, ça c'est vrai. Et que par rapport à ça, il va falloir faire des évaluations, il va falloir évaluer les différents services, il va falloir professionnaliser, je pense. Il y a des services je parle du service finance par exemple, qui ont besoin de personnes qui soient plus professionnels. Il y a énormément de personnes qui sont tombées malades et ça, on doit comprendre pourquoi. Et c'est à ça que devra servir cette évaluation. D'abord, comprendre pourquoi les gens sont en souffrance et bien sûr, restaurer le dialogue social. Oui, parce que Dirk De Blok parlait de redressement, d'engagement futur. Est-ce que vous... Non, je ne sais pas du tout. Je veux dire, il va falloir mettre les choses à plat. Il va falloir comprendre pourquoi les gens sont en souffrance. Oui, Catherine Moreau, vous dites qu'il faut revoir le cadre
du personnel en fonction de la charge de travail. Quand je vous lis, vous vous retrouvez avec M. Debloc en disant qu'il faut des engagements, de futurs engagements dans l'administration. Alors, il faut savoir que cette législature a été marquée par le fait de garder notre personnel. C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir de licencier du personnel plutôt que d'augmenter les impôts locaux. Et PS et MR n'ont pas fait ce choix parce que justement, notre fonction publique est en détresse. Donc cette souffrance, on la connaît, on sait qu'il y a des services qui souffrent plus que d'autres. On est là et on le sait. Moi, je voudrais juste revenir sur une chose. 5% de personnel en moins qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire des malades, c'est ce que dit M. Debloc. On est juste en retard en fait sur ce qui s'est passé au niveau du Covid dans toutes les entreprises. Donc après Covid, dans toutes les entreprises, on a eu ce type de chiffres. Donc on est dans un monde du travail qui change et qui souffre. Et moi, je ne nie pas que nos services souffrent. Par contre, sachez qu'on a augmenté, on est passé de 2 conseillers en prévention à 4. On a créé un service soft RH, ça nous a d'ailleurs été reproché, pour justement aller travailler les descriptions de fonctions, les formations. On a fait une formation pour tous les managers, pour l'accompagnement des évaluations. Donc on a vraiment continué de travailler. Maintenant, le futur, c'est quoi? Je pense que le futur, c'est pas engager plus, c'est plutôt travailler sur 2 choses. L'analyse des processus, pour que dans chaque service, on gagne de manière linéaire sur les processus, on gagne de l'efficacité sur les processus. Et là, on peut dégager peut-être une main-d'œuvre qui peut aller dans d'autres services où ce gain n'est pas possible. Et d'autre part, travailler la transversalité. Et donc, ça veut dire que la transversalité, c'est faire travailler différents services ensemble pour un gain d'efficacité. Donc, pour moi, c'est l'analyse des processus et la transversalité qui vont nous permettre de produire un meilleur service en gardant notre personnel actuel. Alors, il reste encore 3 thèmes. Je ne pense pas qu'on pourra les aborder tous puisqu'il reste un peu moins d'un quart d'heure. On va en tout cas commencer avec la propreté, puisque c'est un gros problème à Molenbeek et ça ne date pas d'hier. Alors comment le résoudre, puisque cette réputation de commune sale, Molenbeek la traîne comme un boulet. On pose la question maintenant à nos candidats. Monsieur Ouassari, que faire en matière de propreté ? On a l'impression qu'à chaque campagne électorale, on repose la même question et que les solutions ne viennent pas. Est-ce que vous avez des remèdes qui permettraient d'améliorer durablement les choses? D'abord, établir un plan de propreté. Il n'y en a pas pour l'instant? Oui, peut-être. Mais bon, voilà, comment est-ce que nous, on analyse on analyse les choses? C'est que, premièrement, on part sur la prévention. La prévention, vous avez 2 types. Soit sensibiliser, c'est au niveau des adultes, éduquer au niveau des jeunes, tout d'abord à l'école, avec le service en collaboration avec les services de propreté qui vont à l'école. Et vous savez, il y a un relais pédagogique derrière, parce qu'on peut parler aussi de transition écologique. C'est encore une fois une compétence transversale. Et aussi de sécurité, parce qu'on sait très bien, un endroit qui n'est pas très propre, ça donne un sentiment d'insécurité. Et sensibilisation au niveau des adultes avec des flyers, les milieux associatifs, pour travailler sur le fond, comme je disais, avec un relais pédagogique. Deuxième phase, après, c'est les sanctions. Là, il faudrait former les agents constatateurs. Il faut des sanctions. Si on constate qu'il y a des dépôts clandestins, que des personnes viennent déposer leurs déchets, parfois même c'est des personnes qui ne sont même pas de Molenbeek, alors là, il faut effectivement des sanctions. Et si après ça, il y a toujours des problèmes au niveau de la propreté, c'est les caméras partout. Ça, c'est la troisième phase qu'on voudrait établir. Mais surtout, identifier quartier par quartier, ça c'est le plan en général sur la propreté, identifier quartier par quartier qui pourrait nous permettre justement où se trouvent les dépôts clandestins, où se trouvent on va dire en général, où ce n'est pas très propre, parce qu'on ne va pas dire que tout Molenbeek est sale. Alors Madame Fernandez, on parlait de plan propreté, on parlait de répression, on parlait de sensibilisation. J'ai l'impression que c'est fait dans une certaine mesure, mais force est de constater que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur? Alors, très vite, je voudrais d'abord rendre hommage et remercier les travailleurs de la propreté publique. Parce que qui ont débrayé il y a quelques jours. Peu importe, je veux dire, ils font un travail remarquable. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dans des conditions qui sont vraiment de mauvaises conditions de travail, parfois, sous tous les temps. Et donc, moi, je tiens vraiment à leur rendre hommage. Parce que quand on voit des articles, quand on voit certains qui s'insurgent contre la malpropreté à Molenbeek, eux ne le vivent pas bien parce qu'ils travaillent. Et ils travaillent vraiment de façon, remarquable, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il faut faire en plus, rapidement? Force est de constater que même avec un plan propreté,
ça ne fonctionne pas suffisamment. Moi, j'ai l'intime conviction, indépendamment du fait qu'il y a des effectifs qui manquent, que ce soit des effectifs humains, que ce soit aussi en termes de charroi. Moi, j'ai l'intime conviction que si on ne met pas un vrai plan de sanctions en place, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est les pollueurs qui doivent payer, monsieur, pas les Molenbeekois. Juste pour info, l'année dernière, en versage, ça a coûté 800 000 € aux Molenbeekois. Ça ne va pas. C'est scandaleux. C'est le pollueur qui doit payer. Et donc, beaucoup plus de sanctions pour vous et les caméras. Pour qu'il y ait beaucoup plus de sanctions, il faut une équipe de fonctionnaires qui soient des fonctionnaires constatateurs d'abord. Et aussi, il faut dire, je dois être tout à fait sincère ici, il faut qu'au niveau du fonctionnaire sanctionnateur, ça suive. Parce que pour l'instant, ça ne suit pas comme ça devrait. Alors, on a beau établir des PV, si après ça ne suit pas, ça ne va pas. Et où, selon vous Parce que, pour vous donner un exemple, rapidement, très rapidement, l'année dernière, sur 786 constats, il y en a à peine 200 qui ont été suivis par le fonctionnaire sanctionnateur. Ça ne va pas, évidemment. Ouais. Monsieur Sommelou, vous me demandiez la parole sur ce volet très important. Oui, évidemment, c'est parce que nous vivons déjà, nous, tous les 6 dans ces déchets. Donc, parce que ces derniers temps, j'avoue que on en a connu début de législature un tout petit peu, mais vers la fin de la législature, c'est devenu vraiment très, très grave. Ouais. Et dans n'importe quel quartier. Hein. Donc, on peut se circuler autant dans le maritime qu'on peut aller dans le bas de Molenbeek. Parfois, on met les moyens un tout petit peu dans certains quartiers que d'autres, mais vraiment, ces sentiments de saleté, il y en a dans tous les quartiers. Pour nous, en tout cas, il faut trouver vraiment un bon équilibre entre le nettoyage, entre les sanctions et entre la prévention. Parce que je pense que sans avoir de faire de la prévention et de la prévention vraiment soutenue, donc ça veut dire qu'il faudra aller sonner carrément dans les porte-à-porte, il faudra expliquer à des personnes, il faudra le faire. Et en même temps, pour pouvoir commencer ça, je pense aussi que la propreté attire la propreté, ou comme la saleté attire la saleté. Donc il faut d'abord commencer par un bon actions de nettoyage. Oui. Et à partir de là, il faudra mettre les sanctions et les préventions en même temps en route. Oui, alors Catherine Moureau, Madame Fernandez disait, il y a un plan propreté qui existe et pourtant, dans votre programme, vous dites qu'il faut mettre en place un nouveau plan propreté. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai été un petit peu déçue à l'époque où on a quand même mis 30 000 € pour une consultance externe pour nous aider à rédiger ce plan propreté-ci. Et je suis un peu déçue parce que je pense effectivement qu'on met tout en nettoiement pour l'instant. On a quand même 94 membres du personnel qui sont dédiés au nettoiement chez nous. Et en fait, on doit équilibrer beaucoup mieux avec l'information, la sensibilisation des habitants, notamment les nouveaux habitants qui doivent connaître les horaires de sortie des poubelles, etc. Et puis, la sanction. Parce que si on est uniquement dans le nettoiement, c'est comme un puits sans fond. Maintenant, moi, je veux quand même revenir sur autre chose de manière très courte. Je n'aimerais pas qu'on dise Molenbeek est la commune la plus sale de Belgique, parce que ce n'est pas vrai. Il y a plein de moments et plein d'endroits où tout va très bien aussi. Et moi aussi, je veux remercier nos ouvriers de propreté parce qu'ils sont magnifiques. Oui, alors par rapport au plan local de propreté, c'est un très bon plan. C'est un plan qui a une vision sur 10 ans, qui a coûté 30 000 €. Effectivement, c'est 50 fiches actions et ce n'est pas que le nettoiement. Oui, Monsieur De Blok. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut du personnel pour le plan. Parce qu'on a théoriquement peut-être 89 personnes, mais aujourd'hui, 32 balayeurs actifs sur le terrain pour l'ensemble de la commune, c'est juste trop peu. Il faut engager. On a proposé justement de faire contribuer via une taxe bureau. Donc ça, c'est ou 32 ou 35. Voilà. J'ai fait les chiffres aujourd'hui. Ouais, et donc, bataille de chiffres. La deuxième chose, il faut faciliter. 55, vous dites, et vous dites. Il faut faciliter les gestes. Il faut faciliter les gestes de propreté. Si Anderlecht arrive à faire 22 conteneurs, donc un conteneur chaque mois dans le quartier, dans certains quartiers même 2 fois par mois pour les encombrants, pour les matelas, pour les armoires, pourquoi Molenbeek n'arrive pas à faire ça? Et 3, et c'est important, on doit aussi sanctionner. Et que ceux qui salissent, qu'on les fasse nettoyer avec les travailleurs de la commune. Ça serait vraiment intéressant, mais c'est jamais appliqué. C'est ça le problème. Parce que 2 fois, oh oui, excusez-moi, 2 fois. Donc voilà, dans ce sens-là, il y a plein de choses dans ce bon plan. Quand ça a été présenté, je vous dis, votre plan est génial, mais qu'est-ce que j'ai dit? Il manque les moyens. Et donc, il faut se donner les moyens pour la propreté, sinon on va faire un constat dans 6 années. Monsieur Elkanou, je voudrais d'abord dire qu'il faut, parce que j'entends ici des déclarations de bonne intention, remercier les travailleurs, mais il faut d'abord, en les remerciant, peut-être se rappeler qu'ils revendiquent aussi qu'ils puissent avoir des conditions de travail et un statut
qui est aligné sur les autres communes. Ils sont au niveau E aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez parlé du débraiement récemment. Ils réclament un niveau D comme l'ensemble des travailleurs qui font le même métier dans les autres communes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cette majorité PSMR en a décidé autrement. Moi, je souhaite simplement ici rappeler qu'en début de législature, contrairement au chiffre qu'a donné Mme Moureau, il y avait 85 personnes actives sur le terrain. Aujourd'hui, ils sont 42, dont 7 qui sont en permanence malades. Et donc, il y a cette équipe qu'il faut renforcer, évidemment. Il y a cette politique de prévention. Et alors, je vais donner quelques chiffres et puis j'en resterai là. Oui. Madame Leschwin, de la propreté de la commune de Molenbeek, a rappelé effectivement qu'il y a, depuis 2020, 326, 2021, 520 constats d'infraction. Le fonctionnaire de prévention, dans le cadre du règlement général de police, en 2020, sur 326, il n'y en a que 63 qui sont pénalisés, enfin sanctionnés pour leur comportement incivique. Donc il y a un travail à faire au niveau de la prévention, mais aussi au niveau. Il reste moins de 5 minutes. Je voudrais faire un rapide tour de table sur la mobilité, mais rapidement, alors, très vite. C'est très court. Moi, j'ai amené ici tous les remplacements en propreté. Parce que dans votre législature, Monsieur Elkanous, en fait, les gens qui étaient malades et qui partaient à la pension n'étaient pas remplacés. Dans la nôtre, ils ont été remplacés. Ça, c'est l'ensemble des délibés collèges. C'est pas ce que me disent les syndicats et les travailleurs. On va en rester là. Vous avez l'habitude de traverser les choses. Je sais que le contraire de la vérité, s'il y a des Jeux Olympiques, vous serez médaillé d'or. Il reste 4 minutes, donc ça va. Je vais vous demander d'être très rapide. Je vais commencer par vous, Monsieur Soumlou. Vous êtes en retard sur le temps de parole. Pour parler du plan de mobilité, il n'y a pas ou plus de good move à Molenbeek. Il y a une maille qui a été mise en place dans le quartier maritime, mais elle a fait long feu. Et depuis, il n'y a plus rien qui bouge. Alors, quelle politique de mobilité dans les années qui viennent? Je n'ai pas vu le terme good move dans votre programme, Monsieur Soumlou. Est-ce que vous l'avez mis aux oubliettes? D'abord, la première chose, je pense que pendant les 6 années de cette législature, il n'y a pas eu vraiment de mobilité. Il y en a eu dans certains quartiers, évidemment, c'était via la région. Mais notre échevin de la mobilité et de l'environnement, on l'a vu en tout cas rarement en action. Donc je pense qu'à c'était un échevin PS. Hein. Oui, tout à fait. Comme ça, on le connaît. Et donc à partir de 2024, avec la nouvelle législature, je pense qu'en fait, il y a tout à refaire. Nous, en tant qu'écologistes, on ne veut pas vivre dans un vieux monde. Il faudra vraiment voir quelles sont les personnes qui auront vraiment besoin de leur véhicule. Il faudra évidemment diversifier les différents moyens de transport. On ne peut pas, en tout cas, avoir autant de places de parking. Il faudra en avoir un tout petit peu moins pour pouvoir partager l'espace public avec l'ensemble des habitants. Alors, il reste 3 minutes. Je vais vous demander d'être rapide, Monsieur Ouassari. Est-ce qu'il faut un nouveau plan de mobilité dans les années qui viennent? Il faut surtout une stratégie. Moi, je vais vous donner... Je vais parler de mon exemple. Moi, j'ai toujours habité à la place communale pendant 42 ans. Enfin, j'ai 44 ans, 2 ans que je suis monté à Carovelt. Et je me souviens, encore maintenant, ça se fait, nos voisins de Mille-Bruxelles viennent stationner au canal la veille, le mercredi, la veille du marché, pour venir faire leurs courses. Ils bloquent toutes les places et ça pose problème. Je pense qu'il faut d'abord une collaboration avec Mille-Bruxelles et ensuite travailler avec les services de voitures partagées. En lançant un marché public, voilà, en lançant un marché public, travailler avec les services de voitures partagées, on pense à Uber ou même autres avec des applications. Comme j'ai dit, notre but à nous, c'est vraiment de digitaliser et je pense que c'est avec le digital qu'on peut ramener toutes les solutions. Ouais, Monsieur Debloc, 30 secondes sur faut-il un nouveau plan de mobilité? Il faut d'abord arrêter d'opposer les groupes dans la société. Et donc le PTB propose d'ouvrir les parkings des bureaux, des supermarchés en soirée, en week-end. Ça libère de la place en voirie pour des pistes cyclables, pour des vélobox peut-être. Et surtout, ça permettra aux gens de trouver une place rapidement. Et ça évitera des contradictions aussi, par exemple, pour certaines mailles. 30 secondes, Madame Moreau, en termes de mobilité. On a énormément de gens à pied, mais on a besoin des voitures à Molenbeek, on a des rues étroites, c'est très compliqué pour notre population très dense. Et donc nous, on a 2 axes, la participation citoyenne, pour ne pas réaliser des réformes qui sont contre les citoyens. Et d'autre part, on veut des rues effectivement plus dégagées, mais chaque fois qu'on veut le faire, on veut créer du parking souterrain pour repositionner le stationnement hors voirie. 30 secondes, Madame Fernandez. Écoutez, nous, on ne veut pas reproduire ce qui s'est passé avec Good Move, donc on veut faire un plan, évidemment, mais un plan pour les citoyens, par les citoyens. Ça, c'est très important d'avoir leurs avis. Et ce qu'on veut surtout, c'est, bon, ça, Madame Moreau l'a déjà dit, mais effectivement, à chaque fois qu'on supprime une place de parking en voirie,
prévoir une autre place de parking. Ça, c'est fondamental. Et aussi, ce qui est important pour nous, c'est de sécuriser les pistes cyclables. Parce qu'on a beaucoup d'accidents parce que les pistes cyclables ne sont pas suffisamment sécurisées. Ça, c'est vraiment important. Oui, alors tout le monde a réussi à être bref. Vous le serez aussi, alors, monsieur Très Escanous. rapidement, pour Molenbeek autrement, évidemment, il est hors de question qu'on supprime des places sans concertation avec la population. Nous avons obtenu un référendum citoyen à la rue Bedin. On ne veut pas que ce qui s'est passé à la rue Jean-Baptiste de Coq, où on a supprimé 150 places sans concertation réelle avec la population, se reproduise. Nous voulons que si des places sont supprimées, en voirie, nous souhaitons les compenser avec du stationnement, comme nous l'avons réussi à mettre la pression sur cette majorité en dehors de la voirie, comme en dessous des logements sociaux où Madame Moreau, l'opposition... vous avez dit une fake news. Bah oui, Absolument pas. le diable est de nouveau sorti de sa boîte. Oui, voilà, le Évidemment, petit diable, puisqu'on évidemment. a le premier projet pilote de mise à disposition d'un parking souterrain aux conditions des Mais c'est quartiers riverains. l'opposition qui vous a obligé, Madame Mais ça n'a Moreau. rien à voir Mais avec bien vous, c'est sûr. nous qui l'avons fait. Mais non, parce qu'on vous a Allez. obligé, on s'est relayé avec la population Ouais. pour Alors. vous obliger à accepter la concertation avec la population. Le débat continuera après le générique. Je suis désolé, le temps qui nous est imparti est terminé. Je voudrais vous remercier en tout cas d'être venu débattre Merci sur de ce votre plateau. invitation. Demain, on se rend à Anderlecht. Je voudrais aussi remercier Arnaud Bruckner qui m'a aidé à la préparation de ce débat. Très bonne soirée à tous. Merci. Merci, au revoir.